Bien, alors bonjour à tous. Nous allons commencer. Nous sommes plutôt dans un format séminaire que journée d'études, mais c'est pas grave, c'est très bien comme cela. Je suis ravi et très honoré, et nous sommes ravis, très honorés d'accueillir Danielle Salnave, qui est membre de l'Académie française, qui est l'une des fondatrices de Silence on lit avec Olivier Delahaye, qui a enseigné très longtemps la littérature à l'université de Nanterre et le cinéma, si je me trompe, qui est aussi la traductrice de quelques textes de Pasolini et d'un livre que je vous recommande vraiment parce que c'est peut-être l'un des plus beaux livres sur la lecture, qui est le roman d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur, livre que je vous recommande absolument. Si vous n'avez pas lu, il faut absolument prendre un peu de temps pour ses vacances pour lire ce merveilleux roman. Danielle Salnave a aussi reçu le prix Renaudot, le prix de l'Académie française. Elle est aussi l'auteur d'essais, dont Le Don des morts, qui avait eu beaucoup de succès en 1991, je crois. Et puis vous avez écrit chez Gallimard aussi un livre qui s'appelle, si je me souviens bien du titre, Nous on n'aime pas lire, dans lequel vous vous rendez compte d'une expérience que vous avez faite dans un collège, l'intervention dans un collège. Et je crois que vous continuez encore à intervenir dans les classes et à prôner de la lecture, beaucoup de lecture. Et on est vraiment très très ravis de vous avoir et de vous entendre. Je vais juste dire un mot avant de vous laisser la parole pour excuser Alain Frugière, donc le directeur de l'ESPE, qui a été convoqué par le ministère juste ce matin et qui s'excuse vraiment, qui aurait dû ouvrir cette journée, qui ne peut pas être là, qui vous dit de l'excuser. Voilà. Et puis peut-être M. Delahaye aussi, qui est l'un des fondateurs de Silence on lit, nous dira aussi quelques mots. Voilà. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? Bon, merci pour votre présentation. En fait, Olivier Delahaye vous dira d'abord d'autres choses sûrement sur les conditions de la création, de la fondation de cette association, qui détermine aussi, en un sens, son propos et son programme. Ce n'est pas tout à fait indifférent la manière dont cette association est née. Vous avez parlé de ce petit livre que j'ai publié il y a bientôt 10 ans maintenant, après une série de rencontres dans les collèges du sud de la France. C'était dans le cadre de l'immigration, c'était des collèges dits ambition réussie, où on avait considéré qu'on envoyait des écrivains pour motiver les enfants à la lecture. Je pense que c'est vraiment au 2e ou 3e degré. Je pense qu'il y a d'autres chemins, à mon avis, plus directs et plus profitables. En tout cas, moi, j'ai été très content de le faire parce que j'ai connu ce que beaucoup de gens qui écrivent sur l'école, etc., ne connaissent pas, c'est-à-dire la réalité de l'enseignement dans les collèges, les écoles primaires aussi, parce que j'y suis dans la même région et dans d'autres régions. Et aussi, ça permet de nourrir aussi le contact avec des professeurs de français, des professeurs de lettres, comme je dis, moi, c'est toute une discussion entre professeurs de français et professeurs de lettres. Mais bon, ça fait rien, c'est intéressant. Et ces contacts-là, je les ai toujours, et donc pour moi, c'est très précieux. Ce que j'ai constaté, c'est clair, le livre s'ouvre par une citation, nous, on n'aime pas lire. La première fois que je suis allée dans ce collège, on s'est retrouvés dans une salle qui était la salle des fêtes, où étaient toutes les classes de 3e. Après, j'ai travaillé avec 2 classes de 3e seulement. Et au bout de 2 minutes, un garçon a levé la main, sur un ton qui était à la fois goguenard, mais aussi il prévenait. Nous, madame, on n'aime pas lire. C'est-à-dire, vous savez où vous mettez les pieds. Et alors j'ai dit, ah bon? J'ai évidemment pas dit, voilà quelle honte, j'ai dit, ah bon? Comme si c'était sans intérêt. Et j'ai dit, ah bon, t'aimes pas lire? Non, moi non plus, etc. Il y en a un troisième à ajouter, non, on n'aime pas lire parce que c'est un truc de filles. Alors les filles vont hausser les épaules, et après les professeurs m'ont dit, c'est vrai que c'est un bruit qui circule très souvent et qui détermine aussi la pratique. Les garçons lisent quand ils sont tout seuls, mais devant d'autres, c'est la honte. Bon, très bien.
De ce fait, étant venu à plusieurs reprises dans ce collège et aussi l'année suivante, j'ai publié ce petit livre pour raconter l'atmosphère qui régnait dans un collège de quartier dit difficile, même s'il ne se passait rien de difficile dans le collège, il était réputé quartier difficile, donc, conclusion, il était réservé à 99,9% aux enfants issus à 2 degrés de l'immigration, et les familles autres mettaient leurs enfants ailleurs, c'est-à-dire pour l'essentiel au collège privé voisin. Ce qui est une situation que je déplore à tout point de vue. Voilà. Donc j'en ai tiré beaucoup de conclusions, mais une des conclusions que j'en ai tirées, c'est que l'accès à la lecture, il peut dans un premier temps être considéré comme barré, nous on n'aime pas lire, c'est pas un truc de garçon. Bon. Cela dit, ils lisent quand même, certains ont lu. Certains, tout d'un coup, voyant que ça se disloquait, le bloc des garçons, ont demandé s'il pouvait réciter un poème. Moi, j'ai dit, commandant, vas-y. Et il m'a récité Le Dormeur du Val, magnifique poème, était tendu la nuque sur la fraîche gazon bleu, là, j'ai oublié, il a 2 trous. Bon, j'ai dit, ah bon, ça te plaît? Oui, puis c'est Racine, merci beaucoup. Donc du coup, il faut penser à tout ça, il faut penser aux obstacles qui sont collectifs, parce qu'on ne veut pas devant les autres avoir l'air d'eux, une espèce de virilité de 14-15 ans, et puis au bout du compte, on trouve des voies. Et j'ai eu la joie, 2 ans plus tard, revenant dans le même collège avec d'autres troisièmes, on me dit, il y a un grand barbu qui t'attend dehors. Un barbu, pas un barbu au sens d'un djihadiste, non pas du tout, mais un grand avec une barbe qui t'attend dehors. Ah bon? Je le reconnais, c'était un garçon qui 2 ans plus tôt était dans cette classe de troisième. Appelant que j'étais revenu dans le collège, je viens le voir, venant du lycée où il était. Et me disant, vous savez, avec ce mélange d'accent beurre et d'accent toulonnais qui caractérise la région, vous savez, Madame Joly. Alors j'ai dit, je suis très contente pour toi. Puis vous savez, j'ai mon petit frère qui est en troisième. Je dis, oui, je sais, j'ai repéré le nom. Il me dit, Joly, mais ce qu'on nous donne, des fois, c'est barbant. Ah, je dis, oui, moi aussi j'ai lu des trucs barbants. Madame, il nous donne à lire la Sommoire, mais c'est barbant. Je dis, c'est pas si barbant que ça. Oui, essaie toujours. Puis j'ai dit, si après ce livre-là, ça sera un autre. C'est énorme, vous me direz, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau. Si, ça veut dire qu'un contact s'est fait et que ce garçon, bon, j'en tire pas des conclusions indéfinies, mais j'en tire une quand même. Alors, de ce fait, quand l'association s'est créée dans les conditions et sous la forme qu'Olivier vous racontera tout à l'heure, on s'est dit qu'il fallait prendre cette question d'une manière, au fond, comment dire, à la fois très précise et en même temps très large. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle ait une implication scolaire, dans le temps scolaire, sans être totalement liée ni au programme, ni aux actions décidées par l'établissement. Il fallait qu'elle vienne un petit peu en dehors, puisque quand ça vient, disent nous on ne veut pas, et bien tout d'un coup ça vient d'autres. Peut-être que ça va marcher. Et la deuxième chose, c'est que la plupart de ces enfants-là n'avaient pas de livre à eux, n'en rapportaient pas chez eux, n'avaient pas des parents qui étaient des très grands lecteurs, c'est clair. Peut-être quelques-uns d'ailleurs, mais c'est sûr. Donc, nous avons tout de suite pensé, et nous l'avons même élargi à partir du moment où nous avons posé cette idée, que rendre la lecture familière, sympathique, qu'elle cesse d'être une chose hostile, il fallait au fond que les adultes y soient mêlés. C'est-à-dire les adultes ne soient pas séparés. On n'ait pas le sentiment que de toute façon, ou bien c'est obligatoire, ou bien c'est en plus, mais c'est pour les gamins, c'est pas pour les grands. Si, c'est pour tout le monde. Ce que nous souhaitons, c'est qu'évidemment ces enfants qui ont commencé en 4e, en 3e, voire plus tôt, dans des classes primaires, voire peut-être dès la maternelle, en leur lisant des textes, deviendraient petit à petit des lecteurs, des adultes qui lisent. Mais en attendant, pour les familiariser avec cette pratique de la lecture, l'exemple des adultes, de leurs professeurs, mais de tous ceux qui les entourent dans l'établissement scolaire, pouvait être extrêmement profitable. Et Olivier vous en parlera certainement, c'est ce qui se passe dans le lycée d'Ankara, à partir duquel qui nous a suggéré ce modèle de pratique. Donc c'est l'idée que beaucoup d'enfants voient des adultes lire, peut-être quand ils sont tout petits, où on leur lit un conte, et encore, et puis après c'est fini. Souvent les parents, tantôt le milieu peu favorisé, mais tantôt le milieu très favorisé, ne lisent pas, ou disent écoute, je n'ai pas le temps de lire, tu lis, c'est pour ton bien, c'est pour pouvoir faire polytechnique plus tard et tout. Et lire est toujours une espèce de contrainte, de devoir. Il faut lire. Et alors nous disons oui, il faut lire, mais non pas parce que c'est obligatoire, mais parce que ça rend heureux, parce que ça calme, parce que ça apporte beaucoup de choses. J'étais la semaine dernière pour un livre que j'ai publié récemment dans lequel je raconte mon expérience d'enfant élevé de parents instituteurs, de grand-mère institutrice, élevé dans une école publique de la région d'Angers,
donc ce qu'était l'école. Je n'ai aucune nostalgie, mais j'essaie de faire comprendre ce que c'était. Je suis contente d'être dans les bâtiments d'une école normale instituteur, forcément à cause de ça. Je suis allée dans plusieurs collèges et beaucoup d'enfants me posaient la même question, ils y avaient réfléchi. Madame, ça vous apporte quoi de lire? Et je dis, je ne sais pas, je ne cherche pas toujours à ce qu'on m'apporte quelque chose. Dis-moi, je cherche à ce que ça m'emporte. Et on a discuté la différence entre ça m'apporte ou ça m'emporte. Ça m'emporte, ça m'emmène ailleurs, on en a besoin. Tu es chez toi avec tes petits frères, avec l'école, avec la gymnastique que tu n'aimes pas, ou le contraire que tu aimes, et tu n'aimes pas les maths, et tout d'un coup, tu lis, et la littérature, les livres t'emportent ailleurs. Bon, je ne sais pas si ça va apporter des fruits, mais je pensais que c'était un thème qu'on pouvait faire apparaître chez les jeunes, et aussi, bien évidemment, chez les adultes, que la lecture nous apporte quelque chose, certainement, mais nous emporte. Et notre idée, c'est vraiment que ce place de la lecture dans la vie, c'est pas seulement quand on est petit, enfant, adolescent, qu'on n'a pas terminé ses études, c'est toute la vie. Donc nous voudrions évidemment imaginer, et je pense que c'est possible, j'ai déjà des retours sur cette possibilité, que dans des collectivités autres que scolaires, le moment de lecture est accueilli favorablement. Le moment où dans la journée, dans une entreprise, dans une collectivité, on fait la pause qui déstresse, qui rend, paraît-il, plus performant ensuite, bah, tant mieux, si ça rend plus performant, tant mieux. Mais on imagine le quart d'heure de gymnastique, ou de sophrologie, ou de respiration, je ne sais pas quoi. Eh bien, nous proposons de respirer avec des livres. Donc c'est cette idée-là, c'est cette idée que nous sommes heureux d'avoir une reconnaissance et une entrée en milieu scolaire avec ceux qui le pratiquent et qui nous soutiennent, mais nous voulons que ce soit au fond l'école de Bernard Bonnet. Oui, on a appris à aimer lire peut-être à l'école, mais on peut continuer ensuite et aimer lire plus tard. Moi, il m'est arrivé de rencontrer à plusieurs reprises des groupes qui font de l'alphabétisation. C'est extraordinairement émouvant de parler avec un groupe de gens qui ont été alphabétisés à 30, 40, 50, même une dame à 65 ans, et qui dit « Avant, je faisais des petits dessins pour les courses, mais maintenant, je sais, je peux écrire poisson. » Je me dis « C'est pas seulement pour ça que c'est bien. C'est que j'ai découvert qu'on peut lire, et qu'on peut lire des livres. » Le monsieur avait rajouté « Eh bien, moi, je suis allé plus loin. Pourquoi? Maintenant, j'écris des poèmes. Parce que c'est bien joli de lire, mais il faut écrire aussi. » Ils disent tous le malheur où ils étaient de passer à la cour. Ils disent le bonheur de se marier au sens purement alphabétisé, mais aussi de pouvoir lire des livres, des ouvrages, d'aller à la bibliothèque, d'emprunter des livres. Et il y a un bonheur véritable. C'est ce toujours petit film qu'on m'a montré. Donc voilà, notre idée, c'est que nous sommes dans un échange avec des milieux scolaires, universitaires qui vont s'emparer de notre projet, pouvoir le faire exister, fructifier dans des collectivités scolaires, avec cette idée que les parents aussi, mais tu sais, maman, on lit au collège, et puis la dame qui nous sert à table, elle lit aussi avec nous. C'est énorme comme idée. Et puis, ça veut dire que ça fait tâche, on l'espère, en dehors. Bien sûr, il y a des enfants qui ne pourront pas lire, qui font semblant, qui... bon, mais tout est possible, puisque nous ne sommes pas dans une logique de contrainte, de contrôle. C'est pas obligatoire. C'est bon, c'est quelque chose. Voilà. Au fond, c'est notre idée. Alors, je pense que peut-être Olivier sur ce que j'ai dit, peut-être compléter sur un ou deux points que je n'aurais pas suffisamment mis en lumière. Je pense que c'est en gros notre logique. Oui, absolument. Tu as très bien décrit ce qu'est Silence en Ligne et surtout tous les enjeux qui sont derrière Silence en Ligne. Moi, je parlerai peut-être plus d'une manière plus pratique en fait du développement d'associations entre le moment où nous sommes allés voir mesdames Sial et Lazarotto et aujourd'hui il s'est passé énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus d'un an, quand on est venu vous voir, on avait l'expérience de quelques établissements dans lesquels on avait mis Silence en Ligne en place. Depuis, aujourd'hui on doit être à, je sais pas, 700, 800, 900 établissements. Ça va très vite, on a à peu près 10 demandes par jour, c'est-à-dire des gens qui nous appellent, qui nous disent voilà, j'ai entendu parler de Silence en Ligne, comment on peut faire. Donc nous, ça nous a amené aussi, parce qu'on avait déjà dès le début, mais là ça nous a renforcé en fait,
à structurer beaucoup plus je dirais, l'offre de silence on lit, c'est-à-dire que non seulement il y a ce concept qui demande en fait très souvent à être expliqué, parce qu'il paraît simple, mais c'est très important d'expliquer à tout le monde en fait quels sont les principes qui sont derrière les quelques règles que l'on a énoncées, quels sont les bénéfices que l'on peut retirer de cette expérience et ce que nous, on peut apporter à cette mise en place. Donc en fait, on répond en formant dans chaque établissement qui veut mettre en place un petit groupe qui va porter le projet. On donne à ce groupe ce qu'on appelle un kit de mise en place, donc, qui est, en fait, on donne quelques armes pour communiquer vers les parents, vers les adultes, vers les enfants eux-mêmes. On a fait des petits tests qui n'existaient pas encore la première fois où on s'est rencontrés, donc qui sont destinés soit aux élèves du primaire, soit aux collégiens, aux lycéens, etc., à leurs parents. Et puis on accompagne effectivement cette mise en place en faisant des réunions où on demande à ce que tous les adultes de l'établissement soient présents, des représentants des enfants, des représentants des parents d'élèves, évidemment les représentants du personnel qui n'est pas le groupe pédagogique, et on explique, on passe à peu près 1 heure. Et ça permet vraiment de faire tomber beaucoup de barrières, de doutes, de répondre à des questions, etc. Parce qu'on commence aussi à avoir beaucoup de retours. Donc beaucoup de réponses aux questions, notamment concernant le moment de mise en place, tout ce qui tourne autour de trouver des livres, etc. Voilà. Donc c'est tout ça que l'on met en place au fur et à mesure et qui fait que l'association existe. Je précise que tout ça nous faisons gratuitement, ce qui est... je parle de ça non pas pour dire qu'en fait, dans le principe de ce qu'on veut faire, on ne veut pas que la question financière puisse être un problème, parce que très souvent des gens nous disent bah oui, est-ce que vous pouvez venir, mais on est près de Lille, est-ce que... Bon, ça veut dire une journée pour aller là-bas. Donc des transports, etc., plus le kit que l'on donne, tout ça a un coût, et qu'on ne fait pas supporter aux établissements. Donc ça veut dire aussi que nous, on se structure pour trouver du financement d'argent. Aujourd'hui, il y a 5 personnes qui travaillent avec nous, à Plateforme, qui sont rémunérées, et qu'il faudrait qu'on soit le double, voilà, parce que on n'est vraiment pas assez. On recrute des ambassadeurs, c'est-à-dire qui sont des gens, des bénévoles, que l'on forme, et qui vont animer ces réunions que nous, on ne peut pas toutes faire. Donc ça aussi, c'est un boulot, etc. Voilà. Donc ça, ce coût, on essaye de le couvrir en demandant des subventions à différents ministères. Ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Culture et ministère de l'Intégration des territoires. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça touche les actions de ces trois ministères. Et en même temps, c'est très important, on s'était dit dès le départ, il ne faut pas que nous soyons dépendants de l'Éducation nationale ou d'un ministère, non pas, vous l'avez bien compris par le propos d'Annette Sana, absolument rien, c'est pas qu'il y ait une opposition, c'est que cette initiative, elle est très importante et elle marche si elle garde cette espèce de naïveté que moi j'ai eu, enfin dès le départ, parce que je suis peut-être naïf par nature, mais qu'en tout cas, quand j'ai vu effectivement cette chose dans ce lycée d'Ankara, où j'avais été présenter un film, pour moi ça a vraiment été un moment magique. C'était quelque chose d'extraordinaire de voir que dans un endroit comme ça où il y avait plus de 2000 personnes qui vivaient, qui travaillaient, que ces 2000 personnes pouvaient totalement s'arrêter, respecter, enfin c'était même pas respecter, faire ce silence ensemble, et dans ce silence ensemble, prendre du plaisir à lire. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et c'est ça qu'on essaye en fait de reproduire et de faire en sorte que ça soit quelque chose de pérenne. Donc c'est formidable de commencer avec des écoles du primaire, enfin avec des écoles, parce que l'idée, c'était ce qui était formidable dans cet endroit à Ankara, on dit lycée, mais en fait c'est une cité scolaire, ça va du CP à la terminale. Les gamins qui avaient fait toute leur scolarité là-bas,
avaient lu pendant tout le temps de leur scolarité. Et c'est un cadeau formidable et ça crée après des adultes lecteurs. Voilà. Et donc, pour nous, les établissements scolaires, c'est une première étape. Après, effectivement, on aimerait implanter ça dans des entreprises, dans d'autres types de collectivités, pour que les adultes puissent aussi profiter de ce moment de magie. Il est clair que, tout bêtement, les résistants, etc., elles peuvent témoigner parfois d'une certaine lenteur à lire, qui fait qu'on s'ennuie, que ça n'intéresse pas, donc forcément. Mais on peut, à mon avis, supposer sans crainte de se tromper, que la régularité, c'est comme faire du piano ou du tennis, la régularité donnera un peu plus de rapidité. Je ne dis pas qu'il faut lire à toute vitesse, surtout pas, et qu'il faut sauter des passages et faire de la méthode de lecture rapide. Non, mais tout de même, si on lit vraiment trop lentement, le sens tarde à se faire, c'est mortel. Eh bien, si on lit mieux et si on entre mieux dans des formulations qui sont liées aux divers types de livres qu'on peut lire, de tous les niveaux, de tous les genres, puisqu'on n'a aucune prescription particulière, là s'introduit vraiment une aisance qui rend la chose plus agréable. Pour être emporté, je veux bien, à condition de ne pas traîner. Je l'ai vu souvent au collège, où j'aime bien les faire lire tout haut. Je voyais de grandes différences entre ceux qui lisaient encore en suivant des cours de bas en troisième, ceux qui lisaient bien, coupaient la phrase où il fallait, ceux qui la coupaient pas toujours où il fallait. Et ça faisait comprendre que leur lecture n'étant pas extrêmement aisée, évidemment, ça donne envie de décrocher, ça c'est certain. Et je crois que c'est valable pour tous, à tout âge. Il y a aussi des gens qui n'ont pas lu depuis longtemps, qui n'en savent rien, peut-être dans la banque, dans leur entreprise, et qui tout d'un coup vont découvrir que 10 minutes de lecture comme ça fait un bien fou. Ça calme, ça apaise, ça... Ah oui, ça vous emporte un peu ailleurs. Et les résistants ne vont pas apparaître comme obligatoires, et je crois que ça libère aussi les professeurs. Les professeurs n'ont pas envie qu'on leur ajoute à toutes les consignes qu'il faut observer, etc. Une nouvelle qui serait... non, ça nous venons, c'est là qu'il faut en effet, comme Olivier le pratique très régulièrement, discuter avec l'équipe pédagogique pour savoir à quel moment on peut le placer, qui sera prêt peut-être parfois à sacrifier quelques minutes du premier cours de l'après-midi, on en a vu, en pensant qu'il y a elle ou il gagne, parce qu'il a des enfants, des élèves, des garçons et filles qui sont plus calmes. Donc il vaut mieux qu'ils aient lu pendant 5 minutes que d'arriver sur l'excitant en classe parfois. Donc ça peut être profitable pour tout le monde, mais on est ouvert, on veut comprendre aussi. Donc c'est ça, que ça apparaisse comme quelque chose de régulier, mais pas comme une corvée obligatoire. C'est sûr. Et que ce ne soit pas non plus une corvée pour les professeurs. C'est encore un truc qui nous tombe sur la tête. On en a déjà jusque-là, maintenant on va nous obliger à ça. Donc nous collaborons, mais nous essayons de garder cette liberté réciproque. Mais comme l'a dit Olivier, je pense que ça c'est une chose que moi-même je n'ai pas comprise tout de suite. Et c'est grâce au travail qu'il fait, parce que c'est Olivier qui s'est déplacé avec quelques autres, beaucoup dans tous les établissements, c'est que lancer l'idée, ça ne suffit pas. Ça ne peut pas suffire parce qu'une idée ne peut pas suffire, il faut qu'elle se heurte à l'application, qu'elle voit les contraintes, qu'elle voit les difficultés. C'est là qu'il y a suivi et qu'on resserre un peu de temps en temps le boulot si la pratique, on dit écoutez, dans le collège on n'y arrive pas, on va peut-être le faire une fois par semaine. Non, c'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. Et vous pouvez y arriver. La preuve, c'est ce que se passe à Ankara depuis 17 ans. Tous les jours. Tous les jours. Ah ben maintenant, tant pis, on fait plus lire le personnel, il n'y a que les enfants qui lisent. Non, c'est tout le monde. Alors évidemment, vous me direz, ça c'est une contrainte. C'est pas une contrainte, c'est plutôt une charte qui permet d'obtenir des résultats. Parce que si on fait ça un peu, bon, on lit une fois, puis on dit, tu ne veux pas lire cette fois-ci, c'est pas grave, ça ne peut pas marcher. Si vous faites du piano et puis que vous dites, aujourd'hui je vais pas au cours de piano, puis je travaille pendant longtemps, mais ça ne marchera jamais, ça n'avancera pas. Il faut tous les jours, bien sûr. Sans vouloir faire forcément le champion de tennis ou des grands interprètes au piano, c'est la régularité qui a et puis une régularité qui repose aussi. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment important qu'il y ait ce suivi, qui peut être aussi aider à répondre aux questions, qui peuvent angoisser, on n'y arrive pas, ça ne marche plus, on voulait le faire début l'après-midi, mais il y a 3 services à la cantine, je ne sais pas quoi, donc on peut le faire. Il y a tout ça qui existe partout. Moi, je suis allée récemment dans une classe de CM2, c'était formidable, parce que c'était à Paris,
porte de Vincennes. Et c'était au moment donné de La Fontaine, toutes les séries de Montchellet, en fait, et La Fontaine à tous les élèves. J'ai bien vu le travail énorme que fait l'institutrice de cette classe, parce qu'elle sait bien qu'il y en a qui en lecture sont un peu encore peine encore, et elle sait qu'ils vont entrer en 6e. Et elle redouble d'efforts dans cette dernière année qui est fondamentale avec CM2. Donc je pense que là aussi ça pourrait être tout à fait intégré, et cette école est tout à fait prête à nous rejoindre. Et je crois qu'une classe que 2 vont commencer. Je dis ça ne suffit pas, il faut que ce soit tout l'établissement. Donc il faut qu'on aille revoir. Mais c'est tout à fait normal. Chacun dit peut-être que moi j'y arrive par ma collègue et tout. Oui, c'est bon, on y arrive ensemble. Voilà. Ce que je disais il y a à peu près. Oui, je voulais résumer les choses. Après, vous allez rentrer dans le détail des retours que vous avez eus et de la manière dont on va reprendre la graine. Le vrai problème pour l'instant, c'est évidemment le fonctionnement suppose vraiment pas seulement des gens qui proclament l'idée, mais des gens qui l'assument. C'est ça. Je me demandais si vous aviez eu des établissements dans lesquels vous avez vu une véritable résistance, une véritable difficulté finalement à avoir d'abord le goût, se dire oui on va faire silence on lit, et puis finalement de se dire trop de contraintes, ou des collègues qui ne sont pas d'accord pour rentrer dans le processus. Est-ce que ça vous est arrivé ou est-ce que pour l'instant... Oui, c'est arrivé. Il y a différentes choses. Par exemple, dans l'académie de Nancy-Metz, des choses se sont faites un petit peu malgré nous. Et l'information est passée comme ça, et justement sans notre intervention. Et on a eu pas mal de retours d'établissements qui nous ont appelés au bout d'un moment et qui nous disaient mais ça marche pas, etc. Alors, on se dit mais qu'est-ce que vous faites? Et pratiquement à chaque fois, la charte n'était pas respectée. Et donc c'était, et alors à ce moment-là, dans ces cas-là, on propose d'y aller, etc. Et c'est toujours un peu galère parce que les choses ont commencé, les résistances sont plus fortes, etc. Alors ça c'est quelque chose qui peut arriver. Il y a eu dans le département de l'Oise un collège qui était, dont le chef d'établissement était très partant, et beaucoup de profs étaient partants. Et puis il y a eu un blocage autour de quelques profs. Et là, ça a effectivement bloqué complètement le processus. Donc, il m'a demandé de revenir et de refaire une intervention. Et là, il va essayer, il semblerait que ça soit cette fois-ci débloqué, de le mettre en place à la rentrée prochaine. Ça s'explique, parce que aussi, à la fois, on ne veut pas apparaître comme, en quelque sorte, missionnaire, quelque chose d'imposé de missionnaire, mais quand même en même temps vient de l'extérieur. Donc venir de l'extérieur peut rencontrer des effets différents. Toute cette série dans les collèges d'ambition réussite entre 2007 et 2014 à peu près, il y a eu des moments où ça marchait très bien, il y a eu des oppositions très vives, mais des professeurs qui l'année d'après étaient les premiers, mais parce que, assez à juste titre, ils disaient qu'est-ce qu'on vient en haut encore nous imposer, il faut en plus qu'on ait des auteurs, il faut qu'on les reçoive, et pendant ce temps-là, je sais pas mon programme et tout. Je peux comprendre très bien. Donc il fallait le régler au mieux, et dans l'ensemble, ça s'est plutôt toujours réglé vers un aménagement et des gens qui nous rejoignaient. Au départ, par exemple, c'est les professeurs de français et de lettres, on a les profs d'histoire qui nous ont rejoints. Donc c'était très bien parce que les gamins en même temps m'avaient dit on n'aime pas lire, petit 1 et 2, l'histoire on n'aime pas ça. Donc j'avais compris qu'il y avait un rapport entre les deux d'ailleurs. Donc avoir les profs d'histoire avec nous c'était formidable parce qu'ils ont besoin qu'on sache lire. Et les profs de sciences aussi. Nous avons rencontré, non c'est que j'étais seule à Angers, deux professeurs de collège qui avaient demandé à me voir pour Silence on lit. L'une était professeur d'histoire, non, l'une était prof de maths, l'autre était prof d'histoire, l'autre prof de maths. Et celle qui était la plus accrochée à Silence on lit, c'était la prof de maths. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, les déficits, la difficulté de comprendre, le refus de lire un long énoncé pèsent très lourd sur l'enseignement des sciences et des maths, et pas seulement sur l'enseignement du français et de l'histoire. On va citer des exemples d'enfants qui, les énoncés de problèmes étaient trop compliqués. Ça veut dire qu'il faut donc, évidemment, faire des énoncés qui soient compréhensibles, mais il faut aussi travailler sur la compréhension du cours. Donc, elle était très demandeuse. On va les revoir, je pense, je laisse un peu plus tard. Non, mais ça m'a beaucoup frappé que ce soit le prof de lettres qui avait suscité la rencontre, mais c'est le prof de maths qui était la plus demandeuse.
Donc ça veut dire que ça touche tous les domaines de l'enseignement. Se faire une représentation claire de ce qu'on dit, de comprendre, prendre sa distance par rapport à ça. Il m'a donné quelques exemples qui étaient évidemment inquiétants. Il me dit, j'ai 2 élèves c'était un collège, j'ai plusieurs élèves, les énoncés au moins 2 ceci, mais pas compris au moins 2. Parce que les non compris, ça veut dire au moins 2, il faut en enlever 2. Donc elle m'a dit, il faut faire du français. J'ai dit, pour faire des maths, il faut faire du français. Les lettres, le français, c'est vraiment le tronc commun de tout le reste. Et ils sont prêts à nous suivre dans un silence. Je reste encore quelques minutes, malheureusement. Et s'il y avait une question, je vais répondre avant de vous quitter, parce que je suis obligé de. Je vais donner à 3 heures, malheureusement. Est-ce que vous oui. Si moi, je brûle de vous poser une question, parce que je suis toulonnaise. Alors, quel était le collège de Toulon? Ma première question, je veux dire ça. Marquisade. C'était mon collège quand j'étais. Non, mais ça ne m'étonne pas. J'ai une grande affection pour la Marquisade. J'y suis allée beaucoup, j'ai été avec les professeurs. Oui, c'est un collège un peu difficile, effectivement. J'ai toujours été un peu impliquée. La Marquisade, c'est une cité. C'est une cité. C'est une cité, c'est sûr. Donc, votre question. Ouais. Alors, ma question, parce que intervient par rapport à la lecture, la question du statut de l'élève. L'élève qui ne veut pas perdre la face, donc donc c'est un sujet que je vais aborder dans ma présentation là, à 14h30. Quelles interactions se construisent autour, c'est d'abord autour du dispositif Silence on lit, et qu'est-ce qui se passe et comment les élèves construisent leur posture de lecteur avec cette question du statut. Donc voilà, j'espère que vos témoignages me donne espoir sur ces élèves qui modifient aussi leur statut, et je pense que le dispositif seul les amène à modifier. Oui, et puis le fait qu'ils lisent ensemble, ils détestent, ils pensent que lire ça les sépare. Ils veulent rester avec les copains, etc. Là ils sont avec eux, mais en silence. Ce qui est le plus difficile pour un élève de 3e, c'est de lire tout haut et de lire un truc qu'il a écrit. Alors là, vous dites non, ça n'a rien à faire. D'abord les autres se fichent de lui, il n'y a rien à faire. Bon. Mais au bout d'un moment, il y en a tout d'un coup qui se lancent, tout le monde rigole, enfin c'est pas faux. Mais quand on lit silencieusement, on n'est pas jugé sur sa vitesse de lecture. Il lit très lentement, d'accord? Il peut laisser tomber parce qu'il lit trop lentement. Mais il ne va pas être comme ça pour moi et tous les autres rigolent. Il n'ose pas lire tout haut. Comme il lit tout bas, il est protégé par ça aussi. Ça protège énormément. Et puis il n'est pas tout seul, il est avec d'autres. Ensemble, assis par terre, assis où ils veulent, puisque ça peut être comme au lycée dans Carras ou dans le jardin, etc. Et ça marche très bien ça. Parce qu'au fond, les résistances, elles sont multiples, elles sont rarement, ou alors quand elles sont vraiment très dures, alors là, il faut traiter un peu individuellement, ça peut arriver. J'ai lu dans un livre qui m'a beaucoup intéressé, qui s'appelle Éloge de la lecture, dont je lis tout le temps le nom de l'auteur, malheureusement publié aux éditions Belin. Il y a un merveilleux chapitre qui s'appelle La peur de lire. J'ai appris énormément en étudiant à fond ce chapitre et toutes les raisons qui font que le refus de lire est parfois une peur de lire. On ne peut pas lire parce que ma mère est analphabète, et si je lis, j'ai ma mère de penser que ma mère, etc. Dans le document là, que je vais distribuer, il y a le témoignage d'un petit Youssouf qui a peur de lire silencieusement parce qu'il sent qu'il y a un danger quand il y a du silence, il sent le danger à côté de lui. Il faut habituer au silence aussi, voilà. Très curieusement, quand même, dans beaucoup de retours que nous avons, on s'aperçoit que ces réticences des élèves, et enfin des enfants de manière générale, tombent très facilement. Et ça, c'est un étonnement de beaucoup de gens qui ont mis Silence on lit en place, disent même souvent en rêve, etc. On pensait que ça allait être très dur, nos élèves sont très turbulents, etc. Si c'est bien préparé, en 2-3 jours, ça commence et les gamins rentrent dedans. Ils peuvent avoir ces réticences, mais comme de toute façon, il n'y a pas. Il n'y a pas d'injonction. Ils n'essayent pas. Il n'y a pas de la première fois, le premier jour, ils lisent pas, ils lisent 2 lignes, c'est pas grave. Personne, comme tu dis, effectivement, personne ne s'en aperçoit. Personne s'en aperçoit. Et donc cette liberté fait que ça marche. Je sens non, bon, très bien, ça un peu. Mais j'avais parlé, j'étais allé ensuite à la Valette du Var, dans un tout autre mode de collège, pour comprendre justement. Et il y avait 2 types de réponses chez les filles. L'une disant, moi j'aime pas lire parce qu'au fond, j'aime quand être seule avec des choses qui se passent en moi quand je lis. Et une autre avait dit, c'est ça que j'aime. Eh ben oui, c'est ça que j'aime, c'est que je rencontre des gens, des scènes, des choses qui font un peu peur, qui ceci. Donc les 2 sont bons, parce que le premier, on va la surmonter, la résistance. Et puis l'autre, eh bien, elle va embrayer sur cette facilité-là. Mais cette peur, elle existe. Et y compris chez les adultes.
Est-ce que ça vous emporte? Parfois, là, on voudrait... Alors, de temps en temps, je leur raconte que quand j'avais 14 ans, j'étais pensionnaire au lycée, on nous avait collé dans une permanence, il y avait un professeur, on y prenait des livres à la bibliothèque. Je prends le premier livre que je vois, je ne connaissais ni l'auteur ni le titre, c'était Dostoïevski, Crime et Châtiment. Moi, je me range là-bas. Au bout de 50 pages, j'assiste à un crime affreux. Je n'ai pas pu m'en décoller pendant 2 jours. Et j'étais complètement, mon beau lycée bien calme et tout, était complètement oublié. Et ben, c'était une bonne expérience de lecture, ça emporte. Mais ça emporte, la hache dans le crâne, c'est dur. Ça m'a bien plu. Voilà, je vais vous quitter en vous laissant travailler. En espérant vous revoir.